Intersigne. Une émission de Habib Salha. Walid Amel a publié Poèmes en liberté en 2002, Subalterne en 2006, Sol en 2010, Paroles silex en 2012, Sud exudant en 2015. La poésie pour Walid Amel, qui est banquier, c'est tout un monde, c'est un parcours, c'est une manière de voir le monde qui ressemble à une pelote selon les spécialistes. Le nord pour lui n'est pas au nord, le sud non plus. Que s'est-il passé? Comment les poètes multiplient les questions, sèment à foison les silences et demandent à la parole d'être de ce monde? Ce n'est pas toujours évident. Le silence à tabac, toute la souciance dans le corps de l'oiseau, à faire et défaire de ses ailes les 100 pas, le ciel dans les yeux, ses plumes ont une âpre odeur de lichen. Dans le frémissement de son cou, il étreint un radiant de lumière, pendu au temps. Il cligne des ailes, comme pour mieux voir. Toute la souciance dans le corps de l'oiseau, sa seule idée fixe, sculpter et ausculter le ferment de mouvance. Trouver dans l'éphémère de sa ronde diurne la pulsion reptilienne d'arrêt. Les petites pattes se hâtent et se tendent, se dilatent les griffes. Le bon ouvre son bec et sue la hauteur sous l'oiseau. Toute l'insouciance dans le corps de l'oiseau, affairé ininterrompu, à picorer le poitrail du vent, remontant le cours d'arbres, vertèbre par vertèbre. L'oiseau, sa mémoire en son ventre, son corps coriace décorché, bute aux vitres de ciel trop bas. D'un sud, de ventre soudain vide, mâché de suc en sac, dissous d'espoir. Toute la souciance dans le corps de l'oiseau, niché au cintre de navette, à rebours de chute. Oiseau, enfant ailé, d'un bond ventral, suspend la peur et sa pigmentation. Ni nord, ni sud, mais l'instance de leur contrepoids. Walid Amri, sud exudant, Walid ni nord ni sud, est-ce donc l'albatros maghrébin, méditerranéen, qui a vraiment envie de s'envoler? C'est la tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette chaleureuse invitation et j'aimerais aussi saluer tous les auditeurs de RTCI et les auditeurs de l'émission Intersigne. Toutes les auditrices aussi? Les auditrices aussi, bien évidemment. Oui, alors pour répondre à votre question, je pense qu'en fait l'idée centrale de ce recueil Sud-Exudant, c'est un petit peu la rencontre entre le Sud et le Nord, et dire que c'est un Sud qui s'éveille. C'est ce que nous voyons, c'est ce que je vois à travers ces années, un Sud qui était, je dirais, durant les 200 dernières années, somnolent, en fait, depuis un petit peu la période de la colonisation par le nord du sud, et qui ensuite a suivi donc une décolonisation, un sud qui était endormi pratiquement. Depuis, je pense depuis les printemps arabes, depuis une quinzaine d'années, avec un petit peu aussi l'affaiblissement du Nord, qui est face à des questionnements identitaires, qui est face aussi à un certain désenchantement, un certain nihilisme, une errance morale. Le Sud émerge avec, bien entendu, ces printemps arabes, les démocraties aussi que nous voyons émerger dans le Sud, l'Indonésie, un pays musulman qui compte 237 millions
d'habitants et qui est une démocratie. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la démocratie. Et donc un Sud que je vois s'éveiller, que je vois vivoter, que je vois se réveiller et non pas s'opposer au Nord, je pense, mais tendre la main au Nord, dialoguer avec le Nord, danser éventuellement avec le Nord. Vous venez de dépasser alors le bipolaire, le binaire, l'opposition. Il n'y a plus d'opposition. Et l'oiseau, de toute manière, que vous avez essayé de décrire à votre manière, l'oiseau, il change de région, il voyage, lui, et son génome est mondial et global, mais c'est un global maîtrisé, c'est un global qui obéit à des règles. Alors là, la pelote actuelle n'aime pas tellement les oiseaux sont très fragiles. Ils voyagent sans visa, les oiseaux. L'évocation de l'oiseau était justement pour dire qu'il n'y a vraiment pas sud et de nord, comme vous l'avez dit au début de l'émission. Le sud peut être au nord et le nord au sud, et on peut tout inverser. De toute façon, nous venons tous du Big Bang, et nous venons tous d'une seule et même cellule mère qui nous a enfantés. Notre ADN contient des gènes du sang juif, chrétien, musulman, contient du sang scandinave comme sud-africain. Nous sommes des habitants de ce village global. Mais les banlieusards immigrés ne votent pas, et l'Europe s'interroge, s'éveille peut-être. Elle voit qu'il y a des lacunes, parce qu'un jeune qui vote s'engage. C'est une voix qui compte aussi. Et on tient compte de cette voix qui compte. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des élections, un peu partout dans le monde maintenant, il y a des choses terribles, bizarres. Moi, je ne suis pas capable d'ajouter des adverbes ou d'ajouter des compléments. Parce que là, réellement, c'est la panne. Même les mots tombent en panne quand on parle d'élection. Oui, je pense que la démocratie est nous n'avons pas, il n'y a pas à ce jour de démocratie parfaite. C'est un système qui tend vers la perfection, mais qui ne pourra jamais l'atteindre. Et essentiellement, je pense que les démocraties qui sont maintenant présentes beaucoup plus dans le nord que dans le sud, cela va de soi, mais souffrent aussi de beaucoup de problèmes, même dans le Nord. Je fais référence au lobby, par exemple, et à tous ces financements de ces campagnes électorales. Alors quand un candidat n'a pas ces financements et ne bénéficie pas de cet avantage que d'autres auraient, et bien entendu aussi, je pense que c'est aussi une question d'éducation. On ne peut pas donner une voix à une personne qui est non éduquée. Et donc donner cette voix à cette personne non éduquée, en fait, rimerait à perdre cette voix. Donc il y a tous ces challenges que le Nord a. Il y a beaucoup de classes dans le Nord qui ne sont pas encore éduquées comme il le faudrait. Je pense que par exemple le Brexit est un exemple. Beaucoup de gens ont voté pour en fait la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, ne sachant pas réellement quelles sont les conséquences de cette sortie. Donc je vois encore là une limite de la démocratie. Walid Hamli, serions-nous dans le virtuel? Le monde est-il encore réel? Quand un homme, d'ailleurs homme, faut-il mettre des crochets, des guillemets, même la ponctuation ne suffit pas, tire ou conduit une machine terrible qui terrasse, qui sème la mort, et on ne sait pas, c'est un jeu, le monde s'est transformé en jeu vidéo, quoi, là. Ces enfants nourris par ces jeux violents pendant des années, ces enfants qui ne lisent plus, qui zappent et continuent à zapper, qui tuent ou qui descendent. Les verbes employés sont des verbes violents. Les jeux, même les jeux poké je sais pas quoi, poké je sais pas qui, c'est terrible, c'est ce monde que vous qualifiez à votre manière dans l'avant-poésie, vous avez appelé cela avant-poésie. Nous évoluons désormais dans un monde que l'Occident a voulu global, où il a imposé une hiérarchisation par la richesse matérielle, une valorisation basée sur l'accumulation, et l'évolutionnisme, où la gouvernance s'est attelée à développer l'économique et le militaire au détriment du social et de l'écologique
et où la science fut promue dans un contexte concurrentiel plutôt que synergétique et coopérationnel. C'est terrible, le constat est terrible. Vous avez dit avant poésie. Mais avant la poésie, à quoi avant poésie? Oui, en fait, c'est un avant-propos que j'ai voulu intituler Avant poésie. Bon, il vient avant mon texte poétique, donc il y a une raison pratique, je dirais, pour ça, mais c'est un petit peu une introduction à ces poèmes. Éventuellement une introduction à ces nord et sud qu'on a toujours opposés, alors qu'on n'aurait jamais dû. On parle de choc des civilisations. Je trouve cette expression absolument aberrante. Elle a été introduite par Samuel Huntington et qui a écrit un livre absolument scandaleux qui prône la haine entre les peuples et les sphères. Donc effectivement, oui, le Nord a véhiculé des valeurs centrales et que nous ne pouvons pas occulter. Le matérialisme, le rationalisme, l'individualisme, ce sont des valeurs qui ont, je dirais, permis au Nord d'évoluer et d'atteindre un progrès scientifique, technique, technologique, technocratique évident. Il y a beaucoup d'acquis aussi qui ont été proposés par le Nord, la République du citoyen, la philosophie grecque, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le siècle des Lumières, les démocraties, etc. Mais aujourd'hui, nous assistons à justement cette déperdition de ces valeurs. Il y a un réel désenchantement du Nord qui est face à ces questionnements. Il y a une réelle crise identitaire. Pourquoi avoir introduit la Déclaration universelle des droits de l'homme quand on rejette des immigrants venus de Syrie pour trouver refuge et asile? Pourquoi est-ce qu'on finance des guerres dans des pays à gros contrats d'armement? L'URSS, la Russie et l'Amérique, à eux seuls, ont 50% des contrats d'armement mondiaux. Alors, bien sûr, ce sont des guerres pour le pétrole, pour les armes. Donc, le Nord un petit peu perd le Nord, si je peux employer cette expression. Le Nord est un petit peu est complètement désenchanté et aussi en proie à des extrémismes, à des xénophobies, à la stigmatisation du Sud. Alors, bien entendu, le Sud a évolué dans un contexte où il y a d'autres valeurs. Alors, face au matérialisme du Nord, le Sud s'est développé autour de l'immatériel. Face au rationalisme, à l'irrationnel du Sud. Face à l'individualisme, le Sud a un petit peu évolué dans un collectivisme ou dans une espèce d'esprit de solidarité. Et il y a, bien entendu, les acquis du Sud sont une spiritualité, le soufisme est venu du Sud, les dialogues intercivilisationnels, par exemple les transferts de technologie qu'il y a eu entre la Chine et l'Europe ont été faits grâce à la médecine, la science. Exactement, donc tout cela sont des acquis du Sud. Mais le Sud aussi, aujourd'hui, est en proie au même désenchantement que le Nord. Donc, justement. Il y a un malaise civilisationnel. Où se trouvent les valeurs? Les valeurs sont au nord, au sud? Où sont-elles les valeurs? Est-ce que les valeurs, ce n'est pas cette belle image d'un albatros qui a retrouvé ses ailes et qui a envie, lui, de s'envoler? Exactement. Je pense que les valeurs, je dis que les valeurs ne sont ni dans le nord ni dans le sud, mais dans la rencontre, dans l'étreinte. C'est pas un lieu commun. Quand nord, vous dites un livre comme un enfant, révélation, poésie, plus petit, d'énergie, pulsion intermittente de vie. C'est beau. Mais ça, c'est le banquier poète qui offre des mots aux lectrices et aux lecteurs et qui leur dit l'enfance est toujours l'enfance. Dieu merci que l'enfance est toujours l'enfance. Et que les enfants ne se posent pas trop de questions, les enfants. Même quand ils font la guerre, les enfants, ils font semblant de faire la guerre. Sauf que quand ces enfants deviennent des adultes qui jouent à faire la guerre, alors que là, elles tuent, là, on ne voit plus les limites entre, à la limite, les âges. Parce que la guerre, à la limite, est inhumaine. Mais on va mettre les affixes entre parenthèses, Walid Amri. La guerre est inhumaine, mais elle est humaine aussi. À l'époque, il n'y avait pas d'image. De nos jours, on filme tout, on montre tout, on commente tout, on parle de tout, au détriment de tout. Il y a certes une certaine accélération technique et technologique qui fait que nous vivons réellement dans un monde global. Et donc, dans une pelote. Voilà, dans une pelote. On parle de pelote, non pas de planète. Kobba. Parce qu'on parle de texture, de tissage, de mouvance, d'osmose. Vous êtes, vous, un tisserand méditerranéen qui voyage, qui quitte une rive pour construire une autre rive. Vous êtes ce Libanais qui, en fin de compte, quand il prend un avion,
ne perd jamais le nord comme il ne perd jamais le sud, comme il ne perd jamais le centre. Effectivement, oui, je pense que je garde un peu cette idée en moi de habitant de la Méditerranée qui aime à sortir de cette région médiane des civilisations dans le monde. Donc mon père est tunisien, ma mère est libanaise. Je vis actuellement à Dubaï où j'exerce la profession de banquier. Et justement, j'écris, je dirais à mes heures retrouvées, j'écris pour un petit peu rappeler que il ne faut pas voir les choses de manière en termes de position ou d'antinomie ou de guerre. Justement, oui, vous l'évoquiez il y a un instant. Les guerres, l'histoire de l'humanité a été jalonnée de guerres. Et je ne suis pas fleur bleue, je ne dis pas qu'il faut abolir les guerres, faites l'amour et pas la guerre, bien que je serais tenté de le dire. Je pense que effectivement il y a des accords, et parfois ces désaccords-là mènent à des agressions, à des confrontations violentes. Parfois c'est un passage obligé. Ce que je dis, c'est nous faisons aujourd'hui des guerres qui sont absolument inutiles. Alors, quand on voit la guerre du Golfe, ou les guerres que nous voyons aujourd'hui en Syrie, en Irak, qui sont montées de toutes pièces, et qui étaient à la base, c'était censé être des guerres contre le terrorisme, elles n'ont fait qu'augmenter le terrorisme. Donc, les guerres ne sont qu'utiles, entre mille guillemets, je dirais. Utiles, c'est-à-dire mercantiles. C'est-à-dire, vous avez parlé d'armement et d'armes. Ceux qui provoquent cela savent ce qu'ils font. Ils vendent la peur, ils exportent la peur. Et les logiciels pour contrer quelle peur? On voyage difficilement, lit-on, puisque vous lisez les oiseaux, vous lisez le ciel, vous lisez le sol, vous lisez la mouvance, vous lisez l'osmose. Il y a des guerres qui ne sont pas uniquement mercantiles. La guerre d'Algérie n'est pas mercantile, par exemple. Donc, mais justement, cette guerre en Irak, en fait, entre 2002 et 2015, par exemple, le terrorisme a augmenté de 4500%. Il y avait 0 attaque suicide en Irak avant 2003, 0. Après, en 15 ans, il y en a plus que 2000. Et la même chose pour la Somalie, le Yémen, la Libye, le Nigeria, la Syrie, l'Égypte. Donc, qu'est-ce cette guerre montée de toutes pièces pour des armes de destruction massive factices qu'on n'a jamais trouvées, pour justement dépenser, vous savez que les États-Unis ont dépensé 8 billions de dollars. Bon, j'ai le terme en anglais, 8 trillion. Donc je pense que c'est pas milliards, c'est billions. Imaginez, ces 8000 milliards de dollars ont été dépensés dans cette guerre pendant 15 ans. Et jusqu'à ce jour, en fait, tout ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre mondiale qui se passe en Syrie. L'habitant, le citoyen de la Syrie n'a rien à voir avec cette guerre. Ce n'est plus la guerre de la liberté d'expression, ce n'est plus la guerre de la démocratie. C'est devenu une bataille rangée entre des pays qui se cachent derrière des factions religieuses ou politiques. La guerre, grégaire, avidité qui erre, avide de folle soif de s'emplir de quelque chose, de quelqu'un, conque, affamé, tu ne connais pas ton corps maquis. Ce sont tes entrailles qui crient, ce qui y entre y est perdu, l'océan que tu y tiens reclus. Trompe du vent, tu appelles pour opposer, tromperie, faux vent, à force de quête. Tu ne sais plus qui tu es. Le monde, quel monde? Encore une fois, Walid Amri, vous parlez de mots, la laine des mots, la laine des mots. Est-ce que la laine des mots sert à quelque chose? Est-ce que cette manière de lire le sacré, de penser le religieux, religarer les liens, d'être un passionné, rien de grand se fait sans passion, d'être soufi, un soufi éclairé, qui est dans la lumière, qui ne voit que le monde
lumineux que les Lumières. Ce ne sont pas des lieux communs maintenant. Non, pas du tout. Je pense que effectivement, ce qu'il manque au monde, et je parlais de crise identitaire, désenchantement du Nord et du Sud, et c'est cette spiritualité. Et je pense que, par exemple, je lisais récemment un article, aux États-Unis, il y a une recrudescence de ces gens qui vont assister aux conférences de soufis, des conférences sur Ibn Arabi, sur Rumi, sur Rab al-Adawiya, et des chrétiens et des juifs qui assistent à ces conférences. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de cette spiritualité qu'ils n'ont pas trouvée dans leur religion. Je ne dis pas ça pour défendre l'islam ou pour défendre les soufis, mais pour dire qu'il y a une richesse exceptionnelle dans la spiritualité, la mystique musulmane qui a été complètement occultée, qui est occultée à ce jour, et qui est vue par des gens qui ne sont pas musulmans. Donc, je pense que c'est ce qui manque au monde. Je suis un fervent défenseur de la séparation des pouvoirs et de la séparation du religieux et du politique. Ces deux éléments ne pourront jamais être pratiqués ensemble et doivent rigoureusement être séparés. Le religieux est personnel et doit rester personnel et ne doit pas être dans la sphère publique et politique. Je pense que si on applique cette règle simple et si en parallèle, on développe notre spirituel et justement, on embrasse cette passion qu'on a pour la lumière. Et en fait, les mots, c'est ce que je ressens. Ce sont les mots qui me viennent et qui me travaillent et qui ravivent cette curiosité que j'ai de rencontrer l'autre, celui qui est différent de moi, l'habitant du Nord ou l'habitant du Sud, et de dialoguer avec lui et d'être en parfaite harmonie et osmose avec l'autre. Vous êtes contre ceux qui osent fusiller la plage devant le mur du soleil liquéfié, l'histoire a trébuché sur l'histoire. Vous êtes contre ces camions de la mort, vous êtes contre ces couteaux qui égorgent la parole parlante d'un curé, d'un homme qui, justement, cherche l'ailleurs à sa manière et qui, lui, parle de paix. Qui tue qui, en fin de compte? Qui finance qui pour tuer qui et pourquoi? Oui, alors vous faites allusion à tous ces attentats terroristes. Terrible, Walidane. C'est quotidien, c'est devenu... On a l'impression qu'on donne la mort presque par indifférence, ou par plaisir, ou par quoi. Les mots manquent, Walid, vous êtes poète, les mots manquent pour dire l'indicible. Oui, le silence parfois est d'or, et donc je suppose que toutes ces minutes de silence qui ont été observées partout dans le monde pour les morts, pas uniquement ceux de Nice, ni uniquement ceux de la France, ceux qui sont en Syrie, ceux qui sont en Irak, ceux qui sont à Istanbul, à Jakarta, ceux qui sont à Boston, ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont au Kenya. Je pense que, en fait, le sud du sud, alors justement, ça c'est un petit peu le malaise civilisationnel du sud. Alors bien entendu, il y a toutes ces rancœurs postcoloniales, ces complexes d'infériorité qu'a développé le sud à travers ces années, ces siècles. Aussi cette pauvreté,